Bienvenue au Royal Air Tattoo de l'an 2000. Bienvenue sous un plafond si bas que nous assistons avec une sorte d'incrédulité à l'ouverture du bal par la patrouille militaire slovaque. Cette patrouille est composée de 6 aéros L-39 Albatros et conduite par le lieutenant-colonel Ivan Chojka que nous rejoignons dans son habitacle. Construit par Aero en République tchèque, l'Albatros est un avion d'entraînement avancé utilisé dans tout l'ancien bloc de l'Est en Irak et en Libye. Il est sensiblement moins performant que l'Alpha Jet franco-allemand ou le Hawk britannique puisqu'il ne dépasse guère 750 km/h, mais il coûte 2 à 3 fois moins cher et a déjà été produit à 2500 exemplaires. Très limitée par les nuages opaques à moins de 200 mètres du sol, la patrouille slovaque a dû se contraindre à des évolutions lentes, terminées par un inhabituel atterrissage en formation, la deuxième Troïka, terme consacré à ce type de formation en Slovaquie, se posant devant la première. Bienvenue donc au Royal Air Tattoo, c'est-à-dire au plus grand rassemblement mondial d'avions militaires. Il se tient habituellement sur la base aérienne de Fairford, mais à cause des importants travaux qui sont en cours, la manifestation a lieu en l'an 2000 sur la plus modeste base de Cottesmore. Néanmoins, la piste de Cottesmore est presque aussi longue que celle de Fairford. Et si ces parkings sont plus petits, en serrant un peu, les organisateurs ont quand même réussi à loger plus de 300 avions. Le Royal Air Tattoo est une manifestation de charité organisée par le Fonds social de la Royal Air Force. Depuis de très nombreuses années, il a permis de réunir plusieurs millions de francs pour faciliter la vie de trop nombreux ayants droit. C'est aussi à la fois un rendez-vous d'affaires et un superbe spectacle aérien pour tous les fans. Retour aux présentations en vol. Les pilotes de Soli concourent pour le trophée de la plus belle présentation, mais en l'an 2000, il y a fort à faire pour le jury, car avec des nuages à 800 pieds du sol, c'est-à-dire à moins de 300 mètres, les démonstrations ne peuvent être qu'extrêmement limitées. Le premier des compétiteurs est le Flight Lieutenant Paul Beans du 16e Reserve Squadron de Lossiemouth, dans le nord de l'Écosse. Il pilote un Jaguar GR3. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire en pareilles circonstances. Le manque de soleil fait mieux apparaître les dards de la réchauffe de ces deux moteurs Addon, des moteurs franco-britanniques, comme l'avion. Voici un biplace, un Tornado, monté par deux Flugleutnant de la marine allemande. Le Tornado est un avion à géométrie variable. La flèche de ses ailes est ici à son maximum, à 67 degrés. L'humidité excessive de l'air se condense en nuages au-dessus de l'avion. Voici la voilure en mouvement. La flèche se réduit. La flèche réduite au minimum, tout dispositif hypersustentateur sorti, le Tornado effectue un passage lent. Le train est sorti et la perche de ravitaillement en vol déployée au-dessus du nez. Un passage très lent à environ 125 nœuds, soit 230 km/h, avec encore de l'efficacité en roue libre. La post-combustion des deux moteurs turbo Union illumine le ciel sombre, 6700 kg de poussée chacun. Voici encore un bimoteur, mais avec environ 2500 kg de poussée au total. C'est un Saab J-105O de la force aérienne autrichienne du premier escadron de son escadre de chasse. Le pilote a vérifié la hauteur du plafond et redescend vite fait. C'est encore plus bas que ça en a l'air. Passage lent, mais avec encore une très bonne marge de manœuvrabilité. Cet avion d'entraînement ou d'appui est biplace, mais en enlevant les deux sièges éjectables, il est possible d'installer 4 sièges normaux dans l'habitacle. Retour dans la cour des grands avec les MiG-29 et un biplace hongrois d'abord. Deux gros turboréacteurs Tumansky d'environ 8 tonnes de poussée chacun avec la réchauffe motorisent ce superbe chasseur russe. Le pilote est le capitaine Petr Kovač. La médiocrité de la météo contraint les avions à faire des ronds dans le ciel. Mais enfin, sous une accélération de 6 à 8 G, où la force centrifuge multiplie par 6 ou 8 la masse de l'avion et de ses occupants, ce n'est pas un manège très ordinaire. À noter que beaucoup de pilotes n'ont même pas voulu décoller sous ces nuages bas.
Retour au sol maintenant de cet avion qui a véritablement l'allure d'un aigle rejoignant son aire. Atterrissage pour laisser la place à un autre MiG-29, cette fois monoplace et polonais. Regardez les entrées d'air principales, elles sont fermées et s'ouvrent lorsque l'avion déjauge. C'est un système qui permet de décoller et d'atterrir sur des pistes improvisées en empêchant les réacteurs d'aspirer des corps étrangers comme des cailloux. Les moteurs de ces MiG-29 peuvent être alimentés par les prises d'air additionnelles sur le dos. Certains chasseurs soviétiques à moteur à piston avaient déjà un dispositif de ce genre. Le pilote est ici le major Stefan Yukowski. Ce sont les dépressions qui naissent sur le dos des avions ou au bout des ailes qui condensent l'air très humide en traînées blanches de neige ou en véritables petits nuages. Et maintenant, celui qui aurait pu être l'adversaire des MiG-29, le F-16 Fighting Falcon américain. Il appartient au Squadron 315 de la force aérienne néerlandaise. Son pilote est le capitaine Robert Woodbush, surnommé Dubois par ses amis. Contrairement aux autres, cet avion est muni de fumigène. Mais rejoignons Robert Woodbush dans son habitacle. Ces images permettent de bien illustrer l'effet des jets sur le pilote. La force centrifuge tend à ramener le sang du pilote vers les pieds, et ce, malgré les ceintures anti-jet. Le cœur doit battre de plus en plus fort pour pomper le sang vers le cerveau. Vous verrez à ce moment-là Robert Bush respirer très fort. Vous verrez aussi son masque à oxygène lui glisser sur le nez. Après une montée à pleine puissance, 230 km/h jusqu'à 500 pieds, c'est-à-dire 150 mètres, virage vers le centre de l'axe de présentation à 210 nœuds sous 3G. En sortie de ce 360 degrés, tonneau cabré sous 30 degrés. Toujours pleine réchauffe. Retour sur l'axe à 500 pieds et environ 300 nœuds, c'est-à-dire 550 km/h. Sur axe, mise d'eau. Au milieu de l'axe, tonneau, retour d'eau. Et en sortie d'axe, retour ventre avec un D-return pour revenir dans l'autre sens. Retour vers l'axe. 500 pieds, 400 nœuds, soit 740 km/h pour 3 tonneaux consécutifs. 4G et le masque qui glisse. On y est. Sur axe, léger cabré et 1, et 2, et 3 tonneaux. Retour sur le ventre, fumée éteinte, régime de croisière, on revient sur l'axe. Maintenant, plein gaz, 500 nœuds, 925 km/h, 9G dans le virage. Pour casser la vitesse à 370 nœuds, soit 685 km/h, avec un taux de virage supérieur à 20 degrés par seconde. Un tour complet en une quinzaine de secondes. D-return, gaz réduit.
Aérofrein sorti et break pour ralentir de nouveau avant un passage lent. 110 nœuds, un peu plus de 200 km/h et 25 degrés d'incidence, ce qui aurait été impensable il y a 25 ans avec un avion de combat supersonique. La difficulté ici est de ne pas perdre d'altitude. Au bout de la piste, pleine réchauffe et montée sous 60 degrés jusqu'au nuage, ici 900 pieds, 300 mètres, pour revenir au centre de l'axe en basculant. Nouveau virage, toujours à plein gaz, pour aller chercher l'entrée de l'axe en accélérant avant un passage rapide. Le pilote cherche des yeux l'entrée de l'axe. La piste, la voilà qui surgit à 400 nœuds, 740 km/h, et on se retrouve à 600 nœuds, 2 km plus loin, soit 1120 km/h, Mach 0,9 à environ 100 km/h du mur du son. Virage à droite, sous 9G, tout réduit, la vitesse tombe vers 360 km/h. Fumigène, pleine réchauffe, virage sec à gauche. T-return pour renverser la trajectoire sous 5G. Plein gaz sec, 220 nœuds, 405 km/h. Mise d'eau par la gauche et virage d'eau sous moins 3G par la droite. Bush enchaîne par un virage ventre. À gauche, sous 7G pour revenir sur l'axe, gaz réduit, aérofrein sorti. Il sort le train. Le voici en finale. Pour arrêter son avion au milieu de l'axe de présentation, il vise la piste à 1200 mètres du seuil. Dès le toucher, sorti du parachute frein et avec les pieds fermement enfoncés sur les palonniers pour freiner, Robert Woodbush arrête les 10 tonnes de son F-16 en environ 300 mètres. Il a le cœur qui bat et nous aussi. Ah mes enfants, que c'est beau, mais que c'est beau! À suivre, un autre avion américain, un F-18C de la force aérienne finlandaise. Les Finlandais l'utilisent pour leur défense aérienne sur terre, bien qu'il ait été conçu pour les porte-avions. Après un décollage court, le capitaine Karvi Korpela du 21e Fighter Squadron va démontrer les qualités de vol lent des avions embarqués. Maintenant, atterrissage court grâce à de très grands volets et un énorme aérofrein. Toute surface déployée, sans frein ni parachute, le lourd F-18 s'arrête vite.
Le capitaine Corpella montre qu'un avion conçu pour évoluer sur l'espace restreint d'un pont de porte-avions est parfaitement exploitable sur de petits aérodromes. Et quand il replie les ailes, il convient aussi à de tout petits hangars. Les liens qui unissent la Royal Air Force et la Royal Jordanian Air Force expliquent que cette dernière soit toujours présente à l'International Air Tattoo. Voici donc la patrouille royale jordanienne. Elle est équipée d'avions de voltige Extra 300. Malheureusement, même pour des avions aussi agiles, le plafond bas limite sérieusement les capacités d'évolution. À l'Air Tattoo, il n'y a pas que des avions de chasse. Voici, pour inaugurer le spectacle des avions de transport, un Avro Lancaster. Ce bombardier lourd de la Deuxième Guerre mondiale, seul survivant en état de vol en Europe, doit sa présence ici aux fameuses missions humanitaires qu'il accomplit à la fin de la guerre. Il s'agissait de ravitailler les populations néerlandaises cernées par les inondations. À cette occasion, les canons de la terrible Flak se turent et les équipages britanniques purent les survoler sans les craindre. Un avion de transport dont la présence est beaucoup plus justifiée ici. Sans doute le plus célèbre d'entre eux, le fameux DC-3 Douglas Commercial numéro 3, dont le pilote se bat avec l'immense gouvernail pour rester sur la piste. Ça, c'est le lot de tous les avions à train classiques, pas très faciles à manier au sol. Dans l'armée américaine, le DC-3 est connu surtout comme C-47. Dans la Royal Air Force, il était baptisé Dakota. Aucun avion de transport n'a été construit en telle quantité, environ 10 000 exemplaires, sans compter les 2700 copies que les soviétiques en firent sous la désignation de Lissounov II. Le premier DC-3 a volé en 1936, le dernier a été construit en 1946 et il y en a toujours en exploitation comme avion de transport de passagers ou de fret un peu partout dans le monde. Celui-ci est sorti d'usine en 1943. Voici un autre classique de l'écurie Douglas, le DC-4, né lorsque le précédent commençait sa carrière. Il fut conçu pour traverser les États-Unis sans escale, mais du fait de la guerre, il fut désigné comme C-54 de transport militaire en 1942. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les C-54 ont traversé l'Atlantique Nord 79 000 fois, et plus de 160 000 fois après le conflit. Celui-ci est l'un de ceux qui furent construits d'emblée pour le transport civil, en l'occurrence pour la compagnie South African Airways. Il appartient aujourd'hui au South African Airways Historic Flight et est piloté par Philippe Vermeulen et sa fille Pedro.
Cet avion étrange est aujourd'hui ukrainien. C'est l'Antonov 72, autrefois soviétique. C'est un petit avion de transport conçu pour l'utilisation sur des aérodromes mal préparés et étroits. Il doit ses capacités de décollage et d'atterrissage courts à ses ailes munies d'importants volets et de becs, mais aussi à ses moteurs disposés de telle sorte que leur souffle accélère l'écoulement de l'air sur le dessus de l'aile. La formule de l'Antonov 72, qui a aussi été essayée puis abandonnée par les Américains avec les YC-15 et 16, est une application de l'effet Coanda. Le Roumain Henri Coanda découvrit que l'écoulement d'un fluide, comme de l'eau ou de l'air, épouse la forme d'une surface courbe lorsqu'il glisse sur elle. Henri Coanda est aussi connu pour avoir essayé en France en 1910 le premier avion propulsé par une turbine à réaction. Voici un autre Antonov, la N-28, ou plus exactement sa version polonaise de patrouille maritime, le M-28. Ce petit avion est né en 1967, mais est la version à turbopropulseur du plus ancien Antonov 14. Ce M-28 a donc été modifié par les Polonais avec le radar ventral RAS-400. Il appartient au premier escadron de la marine polonaise et est utilisé en mer Baltique pour la surveillance des côtes et le secours en mer. Le Lockheed C-130 Hercule est la vedette obligée de tout rassemblement d'avions militaires. Celui-ci fut le premier C-130 livré en Europe à la force aérienne suédoise qui en possède 8 et les désigne TP-84. On peut remarquer qu'il est écrit Swedish Air Force sur le fuselage, alors que la force aérienne suédoise s'appelle la Flygvapnet. Mais comme les Suédois accomplissent avec ces avions des missions humanitaires dans le monde entier, ils ont préféré inscrire sur les fuselages une dénomination en anglais plus facile à comprendre. L'avion évolue avec la soute ouverte, comme pour un largage. C'est d'ailleurs le largueur, Bo Gustafsson, qui nous salue maintenant, soigneusement retenu par des sangles au plancher de l'avion. Voici le Lockheed 141 Starlifter, une autre grande réussite de l'aéronautique américaine. Entré en service en 1964, il a été, de tous les conflits, de toutes les grandes missions humanitaires, il fut véritablement la cheville ouvrière du Military Transport Command américain et devrait bientôt prendre sa retraite. L'US Air Force en a utilisé 240, ce qui est considérable pour un appareil de cette taille. Bien plus gros maintenant, le Douglas C-17. L'avion à scandale parce qu'il a coûté beaucoup plus cher que prévu et que sa mise au point a été aussi beaucoup plus longue que prévu. Il faut reconnaître que c'est un avion très compliqué, capable de transporter presque 80 tonnes de charge et muni en permanence d'une grande quantité d'équipements nécessaires aux troupes terrestres. Il peut intervenir partout dans le monde sans escale parce qu'il est ravitaillable en vol et peut se contenter de pistes de 900 mètres grâce à son hypersustentation très développée. Pour vous faire une bonne idée de ses dimensions, sachez que les ailerettes, qui paraissent toutes petites au bout de chaque aile, mesurent 3 mètres de haut. L'avion, lui, a la hauteur d'un immeuble de 4 étages.
Au sol, l'inversion de poussée de ses moteurs Pratt & Whitney F11 lui permet de manœuvrer sans aide, à condition que le sol soit assez propre, parce que ces moteurs avalent goulûment tout ce qui traîne, même 3 mètres plus bas. Les avions de chasse à nouveau. Ceux de la patrouille suisse, l'équipe de démonstration des troupes d'aviation suisses. Ces avions sont des Northrop F-5, un chasseur conçu par les Américains pour leurs alliés. C'est aujourd'hui une machine plutôt rare et ancienne. Voici encore une occasion de se plaindre du temps. Il va de soi, cependant, que s'il y a des pilotes de combat habitués à voler dans de mauvais temps, au-dessus d'un relief également tourmenté, ce sont bien ceux des troupes d'aviation suisses. Mais pour le spectacle, le soleil est en général préférable. Les pilotes sont contraints à des évolutions horizontales, avec, il est vrai, des changements de formation en virage et des passages en formation encastrée impressionnant. Retour au concours de la meilleure démonstration en solo avec le Mirage 2000 qui a déjà gagné cette compétition. Le pilote est le capitaine Alain Personnat de la 2e escadre de chasse d'Orange. Une caméra nous emmène avec lui dans son avion. Vous regarderez le viseur tête haute qui projette devant les yeux du pilote non seulement des instructions pour le tir, mais aussi des indications de vol. En particulier, vous verrez apparaître le trait vert de l'horizon artificiel qui aide le pilote à se situer dans l'espace sans visibilité. Et vous verrez que ça marche très bien. On commence par un virage serré à gauche à 45 degrés d'inclinaison. Un tonneau, puis un dumble, ce que les Britanniques appellent le Derry Turn, le virage de John Derry. Un tonneau pour sortir dans la direction opposée, vers l'axe de présentation. On voit la piste, la foule, les avions. Sur axe maintenant, un tonneau à 4 facettes. 1, 2, 3, 4. Un 270 degrés à droite pour revenir face au point central. Le plafond est toujours aussi bas. Face publique, tonneau à gauche et virage à gauche. Arrêt du tonneau et cabré léger pour un autre dumble, c'est-à-dire un tonneau à droite pour sortir à gauche. Cette manœuvre ramène l'avion vers le point central à 45 degrés d'inclinaison. Tonneau à gauche et virage à droite. Sur l'axe, petit dumble à droite, avec pénétration dans la crasse. Un tonneau lent face au public en laissant la vitesse tomber. L'avion arrive donc à 120 nœuds
soit 220 km/h environ sur l'axe, ralentit encore à 100 nœuds, puis même 90, c'est-à-dire un peu plus de 165 km/h, une vitesse extrêmement basse pour un avion de ce poids. Pleine puissance à nouveau, ce qu'une lampe verte indique au pilote sur le coin de la planche de bord. Virage en tonneau à gauche et dumbbell à gauche pour sortir en virage serré à droite. Retour vers l'axe pour un petit passage sur le dos. Tonneau avec sortie d'eau, toujours. Retour au vol-ventre, virage sec à droite, puis à gauche. Ici, le capitaine Personna exécute d'habitude une sorte de barrique, mais avec un plafond aussi bas, ce n'était pas possible. Derrière le Mirage 2000 surgissent des barbules à la base des stratocumulus gris, deux plus anciens Mirage F1 de la 30e escadre de chasse de Reims, très exactement du fameux escadron de chasse Lorraine. Les pilotes sont les capitaines Stéphane Thomas et Guillaume Paul. Leur patrouille s'appelle Victor Voltige. Le leader pilote littéralement les deux avions. L'équipier ne regarde pas son tableau de bord, il reste le regard rivé sur l'avion de son leader pour maintenir sa position très près, agissant par instinct. L'avion du leader arbore une décoration très haute en couleur avec deux croix de Lorraine. C'était l'insigne des forces aériennes françaises libres, dont la première unité reçut le nom de Lorraine il y a 60 ans de cela. Pour la qualité de sa présentation, cette patrouille a remporté la coupe Douglas Bader lors de l'International Air Tattoo de 1998. Concurrent inattendu du concours des Solis, le commandant aviateur Jean-Charles Kotvich-Hérissek et son petit Fouga CM-170 Magister muni de fumigène. Cette démonstration a conquis le cœur du public par sa grâce. Pas question ici de jouer sur la puissance puisque les deux turbomécas marborés de l'avion ne donnent ensemble que 900 kg de poussée. Au contraire, tout est dans la délicatesse. Le Magister fut le premier avion école à réaction du monde à sa mise en service en 1952. Il a fait les grandes heures de la patrouille de France. Celui-ci porte une très jolie décoration qui lui fut donnée à l'occasion du trentenaire de sa mise en service dans la force aérienne belge, il y a 10 ans maintenant. Jean-Charles Kotvich-Hérissek totalise 6500 heures de vol, dont 4000 aux commandes du Magister. Il termine sa carrière de pilote de démonstration en l'an 2000. Malheureusement, il n'y a plus de pilote en Belgique qui puisse lui succéder à bord de ce Magister qu'il connaît si bien. Pendant les répétitions du vendredi, nous avons pu fixer une caméra à l'intérieur de l'habitacle. Sur le casque apparaissent les lettres CM170 pour Castello et Mauboussin, les créateurs de l'avion. Si vous voulez comprendre dans quelle position avion et pilote se trouvent, regardez l'extrémité des bretelles du pilote, attirée par la pesanteur. Remontée d'eau en négatif, suivie d'évolution en positif, ce qui est toujours très inconfortable. Le sang afflue vers la tête en négatif, puis reflue vers les pieds. Il faut un bon entraînement pour résister. Tonneau lent sur la longueur de la piste. Et là aussi, une figure pas facile du tout.
Voyez le pilote renverser la tête au cours de cette boucle pour aller chercher l'horizon du regard. Et retour au temps bouché du dimanche pour la démonstration d'un autre solo belge, l'Alpha Jet piloté par le commandant aviateur Jean-Marc Meunier. Cet avion appartient à la 11e escadrille du 1er wing de chasse basé à Beauvechain. L'Alpha Jet est aussi un bimoteur, mais sensiblement plus puissant et plus complexe que le Magister. Avion d'entraînement, il peut aussi être utilisé pour l'appui et a été conçu par Dornier en Allemagne et Breguet en France. Jean-Marc Meunier, dit Miu Miu, approche à grande vitesse pour un toucher, manœuvre plus délicate qu'il y paraît à grande vitesse. Du plus petit au plus gros, contraste, suit l'énorme Saab J-37 Viggen, la foudre en suédois. Un chasseur piloté par le capitaine Eriksson de l'escadrille 172 de la 17e escadre de chasse. Un avion qui suscita une certaine curiosité lors de son premier vol en 1977 à cause de son plan canard, aujourd'hui très fréquent. C'est une grosse machine de 17 tonnes dont le moteur Flugmotor pousse environ 12 tonnes et qui est muni d'une grande voilure pour pouvoir se poser court. Le mauvais temps provoque l'apparition de beaux plumets autour de l'avion, mais ne facilite pas du tout la tâche du pilote. Le jury en est très conscient, qui va lui attribuer la coupe de la meilleure démonstration en solo. L'avion qui vole sur place est incontournable dans les manifestations aériennes en Grande-Bretagne, voire même ailleurs, puisqu'il est unique en son genre, j'ai nommé le British Aerospace Harrier. Celui-ci est le Harrier de démonstration de la Royal Air Force en l'an 2000. Il appartient au 20e Reserve Squadron et est piloté par le Flight Lieutenant Dave Haynes. Le Harrier est le seul avion de combat à décollage vertical et le seul avion à utiliser ce que l'on appelle la poussée vectorielle, puisque les tuyères de son réacteur sont orientables pour dévier le jet et la poussée du moteur vers le bas ou vers l'arrière. Regardez ici, en arrière de l'insigne blanc et bleu, l'une des 4 tuyères orientées presque à la verticale pour permettre à l'avion de se maintenir en vol sous la seule poussée de son moteur. Le Harrier peut ainsi évoluer sur place, voire à reculons.
Sans vitesse horizontale, ces gouvernes traditionnelles ne lui sont d'aucune utilité. Il est donc manœuvré au moyen de jets d'air comprimés, sous le nez, sous la queue ou aux extrémités des ailes. Plein gaz, en modifiant peu à peu l'orientation des tuyères, le Harrier peut effectuer cette manœuvre que ses pilotes appellent la remontée de la vallée, comme si l'avion, coincé au fond d'une vallée, escaladait la pente de la montagne pour regagner un ciel libre. Au Harrier succède sa version navalisée, le FA-2 Sea Harrier, le Harrier de mer. Il est piloté par le lieutenant Ross Itwell. Le Sea Harrier fut l'un des principaux acteurs de la guerre des Malouines en 1982. Retour en arrière, retour en 1940, car l'International Air Tattoo de l'an 2000 a pour thème principal le soixantenaire de la bataille d'Angleterre, thème qui est aussi celui d'une autre de nos cassettes. Durant l'été de 1940 et longtemps encore après, le seul moyen de mener des actions offensives dont disposa le Royaume-Uni fut le bombardier. Le Bristol Blenheim était l'un d'entre eux. De cet avion, il existait à l'époque une version de chasse qui combattit, la nuit, les bombardiers de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre. Celui-ci, avec une caméra placée dans la tourelle dorsale, appartient à l'Aircraft Restoration Company et est piloté par John Romaine. Enfin, pour clore le spectacle, un bouquet de roses, rouges et blanches rappelant le symbole de l'Angleterre. Voici la patrouille royale britannique des Red Arrows, les flèches rouges. Les Anglais disent que c'est la meilleure patrouille de démonstration du monde. Et les Français que c'est la meilleure après la patrouille de France. Il doit forcément y avoir quelque chose là-dedans de vrai. Une patrouille qui évolue normalement à 9 avions, 9 British Aerospace Hawk, qui existe en version biplace d'entraînement ou monoplace d'appui tactique. Cette année, un des avions a dû rentrer prématurément à sa base après une collision en vol avec un oiseau. Un oiseau qui malheureusement évoluait dans ce mauvais temps dépourvu d'instruments de pilotage sans visibilité. Quoi qu'il en soit, qui peut le plus peut le moins. Et les Red Arrows sont aussi beaux à voir à 8 qu'à 9. Obstinés comme les Britanniques peuvent l'être, ils font comme si de rien n'était en laissant vide l'espace qui devrait être occupé par l'avion manquant.
C'est évidemment superbe. Alors vivement l'an prochain en espérant le soleil et un ciel dégagé.